All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Thank you. And I can tell Your Honours that we're making Maître good Edwards, progress. Mr. merci. White will certainly finish before the end of this next session. Et je puis vous dire que nous avancions bien. Maître Lauchi et moi-même pourrons terminer avant la fin de cette session. Avant d'évoquer ce que nous appelons notre deuxième ligne de défense, certains aspects ont déjà été évoqués brièvement par Maître Lauchi, mais je vais me permettre de répéter ces points qui sont importants et qui méritent justement d'être soulignés. En bref, nous déclarons que M. Abdelrahman n'était pas et n'aurait pas pu être le chef local Janjaweed tel que cela est allégué dans le document contenant les charges. L'accusation n'a tout simplement pas établi un récit logique, raisonnable ou convaincant expliquant de quelle manière M. Abdelrahman aurait pu jouer le rôle qu'il est censé avoir joué dans la contre-insurrection en 2003 et 2004. Le fil rouge dans toutes les charges de l'accusation contre lui est qu'il détenait un grand pouvoir, beaucoup d'autorité à Garcila, à Wadi Saleh et à Moukjar. Et que ce n'est qu'en exerçant ce grand pouvoir et cette autorité qu'il a été en mesure de commettre les crimes dont il est accusé et selon les modes de responsabilité. Et je fais référence là à l'article 25.3b, donner des ordres, ce qui exige que l'on prouve une sorte de relation supérieure-subordonnée, en d'autres termes que l'accusé se trouve en fait dans une position d'autorité ou dans les faits dans une position d'autorité, et également article 25.3b, de provoquer, ce qui n'exige pas une relation formelle supérieure subordonnée, mais une preuve que le défendeur était en mesure d'exercer une influence sur les perpétrateurs directs. De la même façon et logiquement, l'accusation estime que ce n'est qu'en vertu de sa position de pouvoir et d'autorité que M. Abdelrahman a pu commettre un certain nombre des crimes imputés selon les formes de responsabilité 25.3a, perpétration directe et co-perpétration. Et le fait de faciliter et d'apporter son aide, article 25.3c, et but commun, responsabilité du but commun, article 25.3.2. L'accusation reprend tout. Ce qui est clair, c'est que l'accusation ne suggère pas, elle ne peut suggérer qu'il est coupable des crimes imputés sous d'autres formes de responsabilité, c'est-à-dire qu'il était simplement un simple soldat. Non, l'accusation a dit très clairement qu'il était un chef et qu'il n'a pu faire ce qu'il est censé avoir fait justement parce qu'il était un chef. La défense présentera des éléments de preuve pour faire s'écrouler le château de sable de la théorie de l'accusation, selon laquelle le défendeur avait ce pouvoir et cette autorité. Et ce faisant, nous montrerons combien cet édifice est sans substance, édifice autour duquel l'accusation bâtit tout son dossier. Nous montrerons que tout cela n'a simplement aucun sens et que cette affaire ne tient pas. Rappelons ce que l'accusation dit que M. Abdelrahman était capable de faire en tant que chef des Janjaweed. Il était en mesure de coopérer et de se coordonner avec les plus hauts rangs du gouvernement soudanais
au niveau national et avec l'armée soudanaise. Il était en mesure de coopérer, de se coordonner avec le gouvernement soudanais et les forces armées au niveau local. Il était en mesure de donner des ordres, disent-ils, aux responsables du gouvernement et même au personnel militaire de haut rang. De qui s'agissait-il? Faut-il le rappeler? Un simple pharmacien d'une petite ville, dans un coin plutôt oublié, d'une des régions les plus pauvres du pays. Bon, d'accord, peut-être qu'un simple pharmacien, autrefois, avait pu être un soldat de haut rang, expérimenté, un expert en stratégie militaire, en tactique de combat, en logistique, en armement de terrain, en commandement militaire. Ça pourrait avoir son sens. Et qu'au moment où le gouvernement en avait besoin, confronté à une rébellion sérieuse et dangereuse dans une région éloignée du pays, bien loin du centre de pouvoir au Khartoum, peut-être que ce simple pharmacien, avec un passé illustre et accompli, a-t-il été sorti de sa paisible retraite pour sauver la patrie parce que son pays avait besoin de lui, pour paraphraser Kitchener. Et cependant, ce n'est pas Abdelrahman. Non, un simple pharmacien, oui. Retraité de l'armée, certes. Mais qu'a-t-il fait dans l'armée? À part les faits admis sur les antécédents de M. Abdelrahman, la défense appellera des témoins tels que D7 qui déclareront que M. Abdelrahman était un assistant médical au sein de l'armée soudanaise. Il a certes sauvé des vies, il a réparé des combattants blessés, bien entendu, mais il n'était pas combattant lui-même. Vous entendrez qu'il n'a jamais reçu autre chose qu'une arme de poing et qu'il ne la portait même pas tout le temps. Il n'était pas un stratégiste ou un tacticien. Il n'était pas un chef dans l'armée. Il n'avait même pas un haut rang. Il a pris sa retraite en tant que moussaïd, adjudant, en tant qu'assistant médical. Et l'accusation, malgré tout, veut vous faire croire que c'est cet homme-là que les pouvoirs constitués à Khartoum choisissent en 2003 pour commander les Janjaweed à Wadi Salah et Moghjar. C'est tout simplement risible. La défense présentera les déclarations ou les dépositions des témoins des 1, des 2, des 3 au sujet du rôle des Agides dans la tribu Taïcha, Agide que l'on traduit par colonel en général, et par extension le rôle de l'Agide al-Ogada qui a brièvement été évoqué par Maître Laouchi précédemment. Nous espérons que les preuves présentées par la défense permettront de démystifier le terme d'Agide al-Ogada et qu'ils remettront ce concept un petit peu sur terre en le dépouillant de certaines des assertions les plus extravagantes de l'accusation. Les témoins de la défense définiront pour vous, mesdames les juges, pour la première fois, ce qu'était un Agide al-Ogada dans le contexte Taïcha, parce que c'est ça qui est important. Nous le ferons, étant donné que l'accusation n'a pas pris la peine de le faire. Les témoins de la défense expliqueront que ce rôle ne correspond pas à une sorte de position dans l'armée arabe de haut rang, mais que c'est plutôt une position locale, une position presque administrative, presque un rôle symbolique plus qu'autre chose, un rôle civil en tout cas, limité à des fonctions dans la tribu qui ne donnent aucun avantage, aucune prétention à l'autorité en dehors de la tribu en tant que telle.
Quoi qu'il en soit, et c'est plus fondamental, et de manière plus pertinente en l'espèce, la Chambre entendra des témoins qui sont extrêmement bien placés pour vous dire que Ali Al-Rahman n'a jamais été un Najid al-Ogada. Il ne l'a tout simplement pas été. Bien, j'ai maintenant débarrassé le terme de Ajid Ogada de sa poussière magique. Nous présenterons des éléments de preuve selon lesquels qu'effectivement, mais il n'y a pas de désaccord là-dessus, Monsieur Al-Rahman est bien un membre de la tribu Taïcha et vous entendrez des témoins de la défense, des témoins qui sont extrêmement bien placés pour le dire que la tribu Taïcha n'a pas pris part à la contre-insurrection, que le nazir qui était en charge des Taïcha en 2003, 2004, avait expressément interdit aux membres de cette tribu de prendre les armes et de s'engager dans le conflit armé, dans la contre-insurrection. La Cour entendra des éléments de preuve de D1, D2, D3, D5 au sujet des conséquences graves qui auraient découlé pour un membre des Taïcha s'il choisissait d'aller à l'encontre de cette injonction. D16 et D17 témoigneront du lien entre les Janjaweed d'un côté et d'autres groupes armés qui composaient les forces armées soudanaises dans leur ensemble. Vous entendrez que les membres des Janjaweed n'étaient pas recrutés, n'opéraient pas de manière chaotique, mais qu'ils faisaient partie nécessairement et qu'ils étaient subordonnés au PDF, au PPF, Forces populaires de défense et forces de police. L'accusation, dans son document contenant les charges et dans d'autres documents étayant ce dossier, affirme que les Janjaweed étaient simplement alliés aux forces plus régulières du gouvernement soudanais, les SAF, PDF, etc. Vous entendrez des témoins déclarer que les Janjaweed étaient en réalité absorbés, qu'ils faisaient partie intégrante des PDF et des PPF. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, c'est important parce que l'accusation n'a présenté aucun élément de preuve fiable de sources bien informées selon lesquelles M. Abdelrahman n'a jamais été membre des PDF ou des PPF ou même affilié au PPF ou au PDF. Les forces de la réserve centrale 2004-2005, certes, oui, mais pas des PDF ou des PPF. C'est important. La défense, non seulement ne s'appuiera pas simplement sur l'absence d'éléments de preuve d'une relation institutionnelle ou entre M. Abdelrahman et les PDF et les PPDF, nous prouverons que M. Abdelrahman, de manière claire, et on peut le démontrer, n'avait pas de relation institutionnelle ou autre avec les PDF et les PPF. Et puisque j'évoque le sujet des CRF, j'en terminerai en disant que l'accusation voudrait vous faire croire que M. Abdelrahman, ayant commandé les Janjaweed en 2003-2004, lors d'un nombre de campagnes brutales et cependant couronnées de succès, des campagnes glorieuses telles que les décrirait le gouvernement soudanais, je le pense, à Sindou, Kodoum, Bindizi, Moukjar, Delège, toutes les localités que vous connaissez très bien. L'accusation voudrait vous faire croire que
à Guidalogada, tout-puissant, descend de son cheval ensuite, enlève son turban, dépose sa mitraillette et s'en va pour aller rejoindre les réserves en tant que recrue de base. Pour ensuite, en 2005, à l'été 2005, être promu à ce qu'on a traduit en français comme débutant, un simple soldat essentiellement. Nous disons que tout simplement, ça n'a aucun sens, aucune logique. Cela ne peut résister à une analyse efficace des faits. Avec le temps, vous verrez dans quelle mesure ces éléments de preuve contribuent à saper les fondements même de la preuve de l'accusation contre M. Ali Abdelrahman. Je termine en me retournant vers Maître Lauchi qui va terminer les déclarations d'ouverture de la défense. Je voudrais avant tout vous remercier, mesdames les juges, pour votre attention. La présidente, merci beaucoup, Maître Edwards, Maître Lauchi. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais donc terminer la plaidoirie avec l'exposé de la troisième ligne de défense, qui a pour objet l'absence de preuve de l'élément psychologique commun connaissance requis en vertu des articles 30, paragraphe 3 et 32, paragraphe 2 du statut de la Cour. La charge de la preuve de tous les éléments des crimes visés dans les charges incombe, nous le savons, au bureau du procureur en vertu de l'article 66, paragraphe 2 du statut. Au nombre de ces éléments, l'élément psychologique connaissance, requis en vertu de l'article 30, paragraphe 3 du statut, est commun à tous les crimes plaidés dans les charges. Il requiert la conscience du fait qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. En vertu de l'article 32, paragraphe 2 du statut de la Cour, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime. Je me tourne au document intitulé « Éléments des crimes », son introduction générale, à son paragraphe 3, l'existence de l'intention et de la connaissance peut être déduite des faits, et de circonstances pertinents. A contrario, il ressort nécessairement de ce paragraphe que l'examen des faits et circonstances pertinents d'une affaire peut conduire à la conclusion inverse de l'absence d'intention ou de connaissance. Le mémoire préalable au procès du bureau du procureur présente son dossier et son accusation. Sur les 551 paragraphes qu'il compte, le bureau du procureur ne consacre que 4 paragraphes à la preuve de l'élément psychologique. Ce sont les paragraphes 84 à 87. La seule connaissance qui est évoquée
par le bureau du procureur dans ses soumissions, dans ces 4 paragraphes, et la connaissance du fait que les actes allégués de M. Abdelrahman s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique à l'encontre de la population civile du Wadi Saleh et de Moukjar. La connaissance du fait que les actes de l'accusé s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique à l'encontre de la population civile constitue un aspect distinct de l'élément psychologique qui est particulier au seul crime contre l'humanité défini par l'article 7 du statut. Cette connaissance est différente de l'élément psychologique connaissance défini dans l'article 30, paragraphe 3 du statut, et qui est commun à tous les crimes de la compétence de la Cour. Cette dernière connaissance, en vertu de l'article 30, paragraphe 3 du statut, n'est nulle part plaidée dans le mémoire du bureau du procureur. À aucun moment, le bureau du procureur ne s'est embarrassé d'en rapporter la preuve. La défense entend apporter la preuve que les circonstances particulières qui prévalaient au Soudan en 2003-2004 prouvent que M. Abdelrahman, retraité de l'armée depuis au plus tard le milieu des années 90 et pharmacien à Garcilla, ne pouvait avoir connaissance du caractère criminel et répréhensible des actes qui lui sont reprochés. Qu'il les ait commis, ce qui est contesté, ou non. La défense démontrera au contraire que, sur la base des informations et connaissances que M. Abdelrahman pouvait raisonnablement avoir en 2003 et 2004, il ne pouvait qu'être persuadé que ne pas exécuter des ordres de commettre ces actes constituait un crime grave en vertu du droit soudanais qui encourait la peine capitale. La défense soumettra donc que M. Abdelrahman ne pouvait avoir conscience que la circonstance du caractère répréhensible des actes qui lui sont reprochés existait. L'élément psychologique requis en vertu de l'article 30, paragraphe 3 du statut est donc absent en ce qui concerne sa connaissance particulière de la double circonstance, premièrement, du caractère criminel des actes, et deuxièmement, de l'absence d'obligation positive de les perpétrer une fois qu'ils étaient ordonnés par les autorités. Ce second aspect sera également envisagé sous l'angle de l'erreur de droit qui fait disparaître l'élément psychologique connaissance selon sa définition de l'article 32, paragraphe 2. Je m'interromps ici un instant pour préciser immédiatement que cette troisième ligne de défense n'implique aucune admission de la participation de M. Abdelrahman dans les crimes qui lui sont reprochés par le bureau du procureur, qu'il les ait commis, ce qui est contesté, ou non, qu'il ait été un chef de milice, ce qui est également contesté, ou un simple pharmacien, M. Abdelrahman, dans tous les cas, ne pouvait pas disposer de la connaissance pertinente requise par les articles 30, paragraphe 3 et 32, paragraphe 2 du statut en 2003 et
et 2004. Je précise aussi que la troisième ligne de défense ne constitue ni un motif d'exonération de la responsabilité pénale en vertu de l'article 31 du statut, ni une excuse d'ordre hiérarchique en vertu de l'article 33 du statut. Je le répète et j'insiste, la troisième ligne de défense est fondée exclusivement sur les articles 30 paragraphe 3 et 32 paragraphe 2 du statut. C'est à la lumière de ces deux dispositions, et celle-là uniquement, qu'elle devra être envisagée par la Chambre dans le cadre de sa délibération. Alors, quelles sont les circonstances pertinentes qu'il convient de prendre en compte? Les circonstances pertinentes que la défense invitera la Chambre à prendre en compte dans sa délibération sur cet aspect comprennent les éléments suivants. Premier élément, en 2003 et 2004, le droit soudanais ne contenait aucune définition des crimes relevant de la compétence de la Cour. Le témoin D16 confirmera que la première introduction en droit national soudanais en a été faite par le Armed Forces Act de 2007. En 2003-2004, donc, ces comportements ne faisaient l'objet d'aucune incrimination spécifique dans le droit national soudanais. Deuxième élément, les définitions internationales des crimes, celles qui résultent des conventions, celles qui résultent du droit international coutumier, ou même celles qui résultent des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'étaient pas applicables dans le droit interne soudanais. Les témoins D16 et D23 feront un exposé complet et circonstancié de l'absence d'applicabilité directe en droit soudanais des sources du droit international, tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une loi sur leur mise en œuvre nationale, et cette loi n'existait pas en 2003-2004. Troisième élément, en l'absence d'incrimination spécifique des violations du droit international humanitaire dans le droit soudanais applicable en 2003-2004, les seules incriminations sous lesquelles de tels comportements étaient susceptibles d'être poursuivis étaient les infractions de droit commun définies dans le Code pénal. Mais leur absence de spécificité faisait que la répression des crimes commis sous l'empire du droit militaire et sous la compétence des juridictions militaires se heurtait à l'excuse de nécessité militaire telle qu'elle était appliquée et interprétée par les tribunaux soudanais. Le témoin D16 témoignera de la façon dont les tribunaux soudanais interprétaient et appliquaient la doctrine de nécessité militaire, la notion d'ordre et l'impunité qui en résultait pour les auteurs de violations du droit international humanitaire à l'époque. Quatrièmement, le droit militaire soudanais, qui était applicable aux milices auxquelles M. Abdelrahman est accusé de s'être associé, prévoyait une obligation absolue d'obéir aux ordres donnés, et ce sous peine de mort, sans aucune distinction relative à la légalité, je parle de la lawfulness, de l'ordre donné. La distinction entre le lawful order et les ordres illégaux n'est apparue dans le droit soudanais qu'avec l'adoption du Armed Forces Act de 2007. Cette distinction n'existait pas en 2003-2004. Le seul critère de légalité de l'ordre donné à cette époque
était, en l'absence d'une autre distinction, la position d'autorité de l'auteur de l'ordre. Et s'il était en position d'autorité, celui qui recevait l'ordre devait obéir sous peine de mort. Cinquièmement, enfin, c'est le dernier élément, seuls les officiers supérieurs, commissioned officers, ceux en charge de positions de commandement, recevaient à l'époque une formation en droit international humanitaire au sein des forces armées au moment des faits. Cette situation n'a changé qu'à compter de l'entrée en vigueur, encore une fois, du Armed Forces Act de 2007, qui a généralisé cette formation à l'ensemble du personnel militaire. Le témoin D16 apportera là encore la preuve directe et détaillée de l'évolution de la diffusion du droit international humanitaire au sein des forces armées soudanaises. Les deux premières circonstances que je viens d'évoquer, je parle de l'absence de définition des crimes relevant de la compétence de la Cour dans le droit soudanais au moment des faits et celle de l'inapplicabilité directe des sources internationales, fondent également la question préliminaire identifiée dans le mémoire du 2 octobre 2023. Cette question préliminaire est relative au respect du principe de légalité, nullium crimen sine lege. L'absence d'incrimination des actes visés dans les charges, dans le droit applicable au Soudan à l'époque des faits, a pour conséquence que le test qui a été défini par la Chambre d'appel dans cette affaire, dans son arrêt OA8 du 1er novembre 2021, pour la vérification du respect du principe de légalité nullium crimen sine lege, ce test n'est pas satisfait. Ainsi que la Chambre d'appel l'a prescrit au paragraphe 91 de son arrêt OA8, votre Chambre devra se prononcer sur la satisfaction ou non de ce test en préalable à sa délibération sur le fond de l'affaire et devra se déclarer incompétente pour se prononcer sur le fond s'il n'est pas passé. Cet aspect, naturellement, fera l'objet de soumission complète dans le mémoire final de la défense. Mais indépendamment de la satisfaction qui est contestée ou non du test défini par la Chambre d'appel, il résulte des 5 circonstances précédemment évoquées que l'élément psychologique connaissance requis en vertu de l'article 30, paragraphe 3 du statut n'est pas établi dans la présente affaire. Il est admis entre les parties que M. Abdelrahman a définitivement quitté les rangs de l'armée entre le début et le milieu des années 90. C'est le fait numéro 10, admis dans la soumission conjointe du bureau du procureur et de la défense, numéro 504, annexe A. Il n'existe par ailleurs aucune preuve que M. Abdelrahman ait jamais atteint un grade supérieur à celui d'adjudant, Moussaïd. M. Abdelrahman n'a donc pas pu bénéficier de la moindre sensibilisation ou introduction aux principes du droit international humanitaire, tels que le principe de distinction entre combattants et non-combattants, la protection des civils ou la protection des personnes privées de liberté. La seule connaissance qu'il avait pu recevoir au cours de sa carrière militaire sur ces questions est la légalité absolue de l'ordre donné par le supérieur militaire, l'obligation d'y obéir sous peine de mort et la justification
de tous les comportements suivis en opération et conformément aux ordres reçus par la nécessité militaire. Le seul diplôme connu qu'ait obtenu M. Abdelrahman est une autorisation d'exercer la profession d'assistant médical obtenue en 1984 dans le cadre de son service au sein de l'unité sanitaire des forces armées soudanaises. Le bureau du procureur n'a jamais prétendu que M. Abdelrahman ait atteint le moindre niveau d'études, encore moins d'études supérieures ou d'études juridiques au cours de sa vie. La seule déduction qui peut être raisonnablement tirée des circonstances pertinentes de l'espèce, que j'ai rappelées, est donc que M. Abdelrahman ne pouvait pas savoir que les faits qui lui sont reprochés étaient répréhensibles et que les seules connaissances dont il pouvait raisonnablement disposer l'amenaient au contraire à la conclusion opposée que résister à un ordre ou à une instruction donnée par un supérieur de commettre ces actes constituait un crime militaire extrêmement grave, passible de la peine de mort en vertu de son droit national. L'élément psychologique connaissance du caractère répréhensible des actes et de l'absence d'obligation d'obéir à un ordre de les réaliser, requis en vertu de l'article 30, paragraphe 3 du statut, est donc absent. Si les actes avaient été commis, ce qui est contesté, il l'aurait été sur le fondement d'une erreur de droit, telle que définie par l'article 32, paragraphe 2 du statut, qui faisait disparaître l'élément psychologique connaissance. Cette erreur consistait en la conviction que l'obéissance à l'ordre de commettre ces actes constituait une obligation légale sous peine de mort. Dans la mesure où l'élément psychologique connaissance est commun à tous les crimes plaidés dans les charges, et où excuse d'erreur de droit s'applique également à l'ensemble des crimes, l'absence de cette connaissance et l'existence de cette erreur devront naturellement conduire à l'acquittement complet de M. Abdelrahman de toutes les charges retenues à son encontre. Ceci termine la présentation de la troisième ligne de défense. Il me reste à conclure la plaidoirie. Voilà ainsi en résumé, au cours de ces 3 sessions, la preuve que la défense entend rapporter au procès. Cette preuve n'est pas en totalité disponible au jour de l'ouverture de sa présentation devant votre chambre, mais cela est indépendant de notre contrôle. Il appartiendra à votre chambre de choisir entre un procès expéditif et un procès équitable, conduit dans le respect des droits fondamentaux de M. Abdelrahman, en particulier son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la présentation de sa preuve, et son droit de faire comparaître des témoins à des charges. L'exercice de ces droits, nous le considérons aujourd'hui comme compromis. Il reste à votre chambre le choix de compenser le préjudice qui a déjà été causé à la défense de M. Abdelrahman en lui accordant plus de temps. L'occasion de faire ce choix, elle vous sera donnée au moment du dépôt de la première demande d'ajournement de la présentation de la preuve de la défense, qui malheureusement ne saurait tarder. Nous serons attentifs à l'intérêt que votre chambre manifestera
à l'exercice des droits de la défense en cette occasion et nous saurons en tirer toutes les conséquences. Cela clôt la plaidoirie d'ouverture de la défense. Madame la Présidente, Mesdames les juges, chers collègues, je vous remercie pour votre attention. La juge présidente. Merci, Maître Lauchi. Comme je l'ai dit hier, vous avez présenté un certain nombre de griefs et vous dites maintenant que vous allez déposer une autre requête d'ajournement à un moment donné. Si c'est ce que vous voulez faire, le plus tôt sera le mieux, parce que la Cour va prendre des dispositions. Madame la Présidente, l'annonce de cette future demande repose naturellement sur les décisions de votre Chambre d'autoriser la défense à continuer la divulgation de sa preuve sur une base progressive, on a rolling basis, qui est au cœur de votre décision de maintenir la date d'ouverture de la présentation de la preuve à ce bloc du mois d'octobre. Donc nous continuons nos enquêtes. Ainsi que vous le savez, dès vendredi prochain, je m'en vais vers d'autres cieux pour continuer les enquêtes. Il y a nombre de témoins, comme vous l'a indiqué mon collègue et comme je vous l'ai indiqué aussi, dont nous n'avons pas encore pu collecter les déclarations écrites. Nous continuons de déployer tous les efforts à cette fin, mais il est naturel que, une fois que nous aurons épuisé le nombre de témoins disponibles à l'heure où je vous parle, et cela peut difficilement nous amener beaucoup plus loin que la première semaine de décembre, nous n'aurons plus de témoins à vous présenter. Et il faudra soit que nous repartions pour mener nos enquêtes et rajouter les témoins qui nous manquent, cela va requérir une suspension, soit que vous décidiez que la présentation de la preuve de la défense se termine. C'est à ce moment-là que le choix sera fait. À l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de vous prédire exactement à quelle date cela va se terminer. Nous avons une réunion avec la division d'aide aux victimes et aux témoins pour parler de cette question cet après-midi. Le mieux que je puisse offrir est de communiquer dès après cette réunion le calendrier de la comparution des témoins qui sont aujourd'hui disponibles. Et cela déterminera naturellement la date à laquelle la défense se trouvera sans preuves supplémentaires à vous présenter, à moins de continuer ses enquêtes. La juge présidente. D'accord. Maître Lauchi. Nous estimons que nous vous avons déjà accordé une grande marge de manœuvre du fait des circonstances exceptionnelles au Soudan. Donc, vous nous avons autorisé à présenter vos éléments de preuve de façon continue, ce qui vous place dans une situation beaucoup plus avantageuse que le procureur lorsqu'il a présenté ses moyens à charge. Et ce qui me préoccupe, c'est que si vous parvenez à la conclusion suivant laquelle vous n'aurez plus de témoins pendant la première semaine du mois de décembre, il faudra que vous transmettiez cette information aussi rapidement que possible. Parce que nous avons parlé d'une date pour reprendre après les vacances judiciaires de Noël. Et il est très probable que nous vous accordions donc jusqu'au 15 janvier. Mais il est important que vous nous indiquiez le plus rapidement possible
suffisamment d'informations pour que nous puissions prendre une décision en connaissance de cause, si vous allez présenter une demande d'ajournement. Je propose que nous communiquions cette information dès après la réunion de cet après-midi, fin d'après-midi, avec la division d'aide aux victimes et aux témoins. Donc nous écrirons à la Chambre et aux parties pour les informer au cours du week-end ou au plus tard lundi. Yes. All right. La juge présidente, d'accord. Yes, thank you very much. Merci beaucoup. Is there anything further that anybody else wants Est-ce to que raise quelqu'un before souhaite we adjourn? intervenir avant Then que we'll adjourn nous ne now levions until l'audience? Non, très Monday bien. at Alors nous levons 9:30. l'audience jusqu'à When you lundi say 9h30. that Vous nous dites qu'il s'agira du témoin D16, c'est cela? Sludgy. C'est cela, Maître Lauchi, le témoin D16, lundi matin. Oui, c'est cela. Et d'ailleurs, comme le suggéraient mes collègues, je profite pour dire que nous avons eu pendant cette audience, nous avons reçu des informations positives et encourageantes qui nous font dire que toute espèce de risque est à présent résolu. Concernant sa comparution lundi. Positive information about the matter we Je discussed présente earlier. information positive au sujet de ce dont nous avons parlé un peu plus tôt. D'accord, très bien. Je suis ravie de vous l'entendre dire, Maître Lauchi. Merci beaucoup. Monday at 9:30. Donc lundi 9h30. Right, veuillez vous lever.